Mesdames, Messieurs, re-bienvenue à Parle-moi de santé, 4e épisode aujourd'hui. Mon nom est Alexis Goujon, physiothérapeute. Merci énormément. On a eu le lancement avec les 3 premiers épisodes dans les derniers jours, dans le dernier 10-14 jours. La réponse a été excellente, le feedback a été incroyable. Je prends la peine de remercier tous ceux qui prennent le temps de partager, d'aimer les épisodes partout sur les réseaux, Facebook, Instagram, YouTube, mais aussi merci à ceux qui ont pris le temps de m'écrire pour donner leurs commentaires constructifs, leurs encouragements, très appréciés. N'hésitez pas à partager dans vos réseaux, mais aussi à aller commenter, à aller vous abonner sur les chaînes audio, donc Spotify et compagnie. N'hésitez pas à partager ça avec vos amis. N'hésitez pas aussi à nous écrire pour vous donner continuez à nous donner les commentaires. Ceci étant dit, on reçoit aujourd'hui pour le 4e épisode Marie-Claude Saint-Amour, qui est le premier épisode que j'ai enregistré d'ailleurs en février 2020. Donc, ça remonte même encore une fois avant la pandémie. Donc, vous aurez remarqué une fois de plus dans l'épisode 4 la proximité dans l'enregistrement qu'on a dû changer une fois que on était post-pandémie ou en plein dedans, finalement, là. Donc, inquiétez-vous pas pour la proximité, c'était en février 2020. Donc, ceci étant dit, on a parlé avec Marie-Claude. Marie-Claude qui est physiothérapeute du sport, mais aussi physiothérapeute propriétaire de clinique privée dans la région de Montréal. Donc, on a discuté de plusieurs aspects. On a parlé du rôle du physiothérapeute du sport. On a parlé d'intervention sur le terrain. On a parlé de blessures. On a parlé de sport, évidemment, d'athlètes. Mais aussi Marie-Claude qui a été physiothérapeute de l'équipe nationale de plongeon pendant quelques années. Donc, on a aussi parlé de son rôle à ce niveau-là. Puis, ça nous a même amené à parler du rôle du sport chez l'enfant, chez les jeunes, le sport élite chez les jeunes aussi. Donc, on a pu échanger là-dessus. C'est ça. Donc, je vous laisse apprécier cette conversation. L'épisode numéro 4 avec la physiothérapeute Marie-Claude Saint-Amour. Marie-Claude Saint-Amour, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être la première invitée officielle de mon podcast. Ça me fait plaisir. Dans le fond, on va faire un petit peu ta bio juste pour que les gens sachent un peu t'es qui. Donc, tu es physiothérapeute. Oui. Tu as gradué de l'Université de Montréal en 2000. En 2000. Si je ne me trompe pas. Oui. Puis après ça, tu t'es tranquillement enligné vers la physiothérapie du sport. Oui. C'est quoi un peu qui a mené ton intérêt dans ce chemin-là? Ben en fait, c'est un mélange de plusieurs choses. Je suis rentrée à l'université sachant pas ce que j'allais faire dans la vie. En fait, je savais pas tout à fait ce qu'était la physiothérapie. Puis, quand est venu le temps de choisir ce que j'allais faire à l'université, j'ai feuilleté le programme de l'Université de Montréal de toutes les disciplines. De A à Z. De A à Z, tout ce qui était santé. Puis, j'avais vu qu'en physiothérapie, il y avait en 3e année un cours qui s'appelait physiothérapie du sport. Puis moi, j'étais sportive, j'ai fait du plongeon quand j'étais plus jeune. Pas à un haut niveau, mais quand même, je m'entraînais. Puis j'ai fait « Oh wow, on peut faire de la physio avec les athlètes, ça a l'air donc bien trippant. » Puis c'est ce qui a fait que je suis embarquée en physio. Puis finalement, quand est venu le cours en 3e année, ça a vraiment été un catalyseur. J'ai fait « Ah ouais, c'est ça que je veux faire. » Puis dans le fond, le cours, c'était un cours qui était axé sur la physio. Sur la physio du sport. Auprès des athlètes. Que ce soit comment on intervient sur le terrain, les blessures, l'entraînement en général. Fait quoi? Puis après ça, toi, tu as enligné ton chemin vers le cursus qui t'amenait à travailler avec des athlètes de haut niveau. Tout à fait. Ben, en physiothérapie du sport, il y a une spécialisation qu'on peut faire auprès de Sport Physio Canada, qui est différents niveaux. Il y a 3 niveaux, dont le certificat puis le diplôme. Le diplôme, ça fait en sorte qu'on devient officiellement physiothérapeute du sport. Donc, c'est des examens théoriques, des examens pratiques qu'on fait pour avoir la certification. Puis tu dirais que c'est quoi la grosse différence entre un physiothérapeute qui va graduer, qui peut avoir les connaissances générales en sport, et vraiment le physiothérapeute qui a fait le cursus? C'est quoi qu'il va apprendre de plus qu'un physiothérapeute général, disons? Ben, je dirais d'un point de vue technique manuelle, il n'y a pas tant de différence entre un physiothérapeute, disons, qui a fait des cours d'autres choses, par exemple en thérapie manuelle, en contrôle moteur. Ça, il n'y aura pas de grosse différence au niveau technique. Je dirais que la
tous des gens qui font leur diplôme, par exemple, en physio du sport, c'est tout ce qui a attrait à ce qu'on appelle la physiologie de l'exercice. Donc, savoir comment s'entraîner, le temps de repos, le temps de travail, les différentes phases de l'entraînement pour avoir une idée un petit peu mieux de comment l'athlète doit s'entraîner, comment l'aider à mieux s'entraîner. Tout ce qui est aussi, je dirais, la biomécanique du sport, fait que les différents sports, on a des examens sur la biomécanique pure et dure des différents sports, fait qu'il faut connaître un petit peu plus les sports, l'équipement protecteur. Donc, je dirais que c'est une facette un peu, pas tant nécessairement en termes de technique, mais en termes de connaissances entourant l'athlète en général, même au niveau de la pharmacologie, les médicaments qui sont permis et pas permis. Donc, c'est un petit peu ça, la spécialisation. Parce qu'on voit souvent, tu sais, à la télé, mettons le Canadien de Montréal, il y a tout le temps des intervenants sur la glace ou l'Impact de Montréal, il y a tout le temps des intervenants. Ces gens-là peuvent être des physios. Oui. Souvent aussi, ils peuvent être des thérapeutes du sport. Tout à fait. Est-ce que tu sais un peu c'est quoi la différence en général entre ces deux professions-là? Bien, je dirais, ces deux professions, en fait, l'autre facette à devenir physio du sport, c'est qu'on apprend un petit peu plus à intervenir sur le terrain. Mm-hmm. Ce qui ne fait pas partie du tout du cursus normal de physiothérapie, sauf si on fait un cours de physio du sport à l'université. Ouais. Donc, intervenir sur le terrain, il y a des règles. Quand vous voyez quelqu'un au football qui reste étendu, ben, il y a une façon de faire en sorte de décider est-ce qu'il va marcher pour s'en venir sur le bord du terrain, est-ce qu'il faut une civière, est-ce qu'il faut l'immobiliser sur une planche spinale puis l'envoyer à l'hôpital. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on va voir un petit peu plus. Le rôle, je dirais, sur le terrain d'un physiothérapeute et d'un thérapeute du sport sont assez similaires. Le but, c'est justement de dire on va traiter ce qu'on peut chez l'athlète en fonction de faire un taping, de faire des techniques pour faire en sorte qu'il va retourner au sport le plus rapidement possible dans le match actuel. Puis s'il se blesse, c'est de voir comment on intervient. Fait que notre rôle est sensiblement le même en termes d'intervention sur le terrain. Fais juste attention avec ta main. J'ai accroché quelque chose. Hein? Non, mais je pense qu'à chaque fois qu'on fait un... quand on donne le micro est très sensible, il va le capter. Hein? Non, il n'y a aucun problème. Moi aussi, je parle avec mes mains, mais là, il faut faire faut parler dans les airs. Oui, c'est bon. Puis, fait que ça, ce serait probablement le rôle que les gens connaissent un peu plus de ce qu'ils voient sur le terrain. Ouais. Es-tu capable de me parler un peu de... C'est quoi le rôle d'un physio qui suit une équipe sportive, mais un peu l'arrière-plan de ça? Ouais. C'est quoi qu'on voit pas que les physios qui suivent des équipes sportives doivent faire aussi? Ça dépend en fait, ça va dépendre du niveau de l'équipe. C'est étrange à dire, mais ça dépend aussi des budgets parce que tout dépendamment, si je suis une équipe de soccer 2A à Saint-Clinclin des Murmures, ben mon implication sera peut-être pas la même que si je suis l'équipe nationale de patin de vitesse, par exemple. Ouais. Mais globalement, nos rôles, c'est sûr qu'il y a un aspect prévention, fait que ça peut arriver que dans le cadre de notre implication, on va faire des tests pré-saison qu'on appelle, que ce soit de faire des tests fonctionnels pour voir comment les gens bougent, voir est-ce qu'ils s'alignent bien, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient travailler pour prévenir un peu qu'ils se blessent durant la saison. Il y a des tests de commotion cérébrale qu'on peut faire, qu'on appelle entre autres le SCAT, ou il y a d'autres tests aussi possibles de faire pour avoir une idée de comment leur cerveau fonctionne quand ils sont normaux. Oui, à la base, c'est ça. Relativement normaux. Il y a aussi tout ce qui est l'aspect éducation, justement, prévenir au niveau des médicaments qu'ils ont le droit de prendre, justement faire de l'éducation, dire, ben ça, vous avez le droit, ça, vous n'avez pas le droit. Puis établir aussi, c'est quoi notre rôle avec eux, de dire, ben venez nous consulter quand vous avez des questions, quoi que ce soit. Ensuite de ça, ben oui, il y a la couverture des événements. Il y a aussi traiter les athlètes, parce que malheureusement, les blessures surviennent. Fait qu'il faut traiter dans ce contexte-là, puis essayer de gérer tout ce qu'il y a autour, de voir avec l'entraîneur, dire, ben est-ce qu'on peut modifier un peu son entraînement parce que sa blessure n'est pas capable de prendre ce stress mécanique-là en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'athlète s'entraîne le mieux possible, mais sans blesser davantage ou sans faire en sorte qu'une blessure qui devrait prendre 1 mois en prenne 3 à guérir finalement. Parce qu'au final, ils sont souvent blessés ou ils ont souvent des petits bobos. Fait que c'est tout le temps dans quasiment plus de l'optimisation de l'athlète que de la guérison. C'est de la gestion des blessures. À 100%. Ouais, c'est ça. Parce que dans un contexte, par exemple, si on regarde, je vais parler de ce que je connais bien, mettons en ce moment, c'est l'année olympique. Ouais. Fait que les qualifications, les Olympiques sont au mois de juillet-août. Les qualifications vont se faire quelque part au printemps en général, mais dans l'année
actuel, ils ont plusieurs compétitions aussi. Ils n'ont pas juste ces qualifications-là. C'est des compétitions qui comptent. C'est souvent beaucoup. des compétitions qui comptent. Ça dépend des sports, ça dépend des équipes. Il y en a que c'est déterminé un an d'avance quelle équipe va y aller. Comme par exemple, je pense que c'est pendant Noël ou un petit peu avant, l'équipe masculine de volleyball s'est qualifiée pour les Olympiques. Ben eux, je ne sais pas exactement si c'est prédéterminé que tous les joueurs qui étaient à la qualification vont être sélectionnés ou qu'il va y avoir une sélection à travers cette équipe-là. Je ne sais pas comment ils fonctionnent maintenant. Si je me trompe pas, c'est-tu l'équipe féminine qui n'avait pas réussi à se qualifier? L'équipe féminine n'a pas réussi. Ils ont perdu leur match qui aurait pu leur permettre de se qualifier, malheureusement. Mais fait que tout dépendamment des équipes, la qualification... comme en plongeon, ils accumulent un certain nombre de points. Fait que certains athlètes seulement qui peuvent faire la qualification canadienne. De ces athlètes-là, les meilleurs à la compétition vont être déterminés comme étant ceux qui vont aux Olympiques. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle des spots pour le Canada. Fait qu'il faut que le Canada ouvre des places pour les Olympiques. Fait que par exemple, il faut qu'il y ait durant une compétition, soit une Coupe du Monde, des fois l'année d'avant ou une autre compétition, il faut qu'il y ait ouvert des places en faisant un certain podium ou en faisant un certain rang. Ils doivent mériter Ils doivent mériter un laissez-passer pour leur pays. Pas nécessairement pour l'athlète. Dans certains sports, c'est pour l'athlète, mais dans d'autres sports, c'est pour le pays. Donc, c'est pas parce qu'on a comme par exemple les garçons en plongeon en ce moment, n'ont pas de place de réservée pour le Canada. Il va y avoir une Coupe du Monde à Tokyo prochainement. Puis c'est là qu'il faut qu'ils finissent, je crois, dans les 18 premiers pour pouvoir avoir une place. Puis après ça, il va y avoir une compétition intra-Canada pour déterminer c'est qui va y aller. Fait que chaque sport a ses critères différents pour pouvoir faire en sorte qu'on va être sélectionné ou pas, finalement. Fait qu'en plongeon, dans le fond, c'est pour ça qu'il y a tout le temps une proportion un peu inégale du nombre d'athlètes de chaque pays. Tu sais, la Chine, les États-Unis, le Canada qui ont souvent beaucoup de plongeurs. Puis en plus de ça, il y a toujours le pays hôte, par exemple, en plongeon synchronisé. Le pays hôte a toujours une place. Il y a juste 8 équipes qui sont aux compétitions aux Jeux olympiques en plongeon synchronisé, ce qui veut dire qu'il reste juste 7 pays possibles, à moins qu'on soit le pays hôte, mais ce qui peut faire en sorte que si on est le 9e pays ou le 8e pays, on n'ira pas finalement. Pas parce qu'on n'est pas bon, juste parce que c'est ça la règle en ce moment. Oui, parce que le Canada est quand même bon en plongeon en général. Très fort, oui. Il y a 2 centres principaux d'entraînement, me semble, à Montréal. Ben, je dirais que le centre national maintenant est au Parc olympique depuis 5 ans à peu près. C'est au Parc olympique que l'équipe canadienne s'entraîne. C'est sûr que le plongeon n'est pas complètement décentralisé. N'est pas centralisé complètement. Il y a des gens qui plongent quand même dans leur club. Il y en a même qui vont plonger aux États-Unis dans les universités. Puis, il y a des championnats nationaux, mais je dirais que l'équipe, ce qu'on appelle l'équipe A, la meilleure équipe, s'entraîne pas mal au Parc olympique. Parce que moi, j'ai travaillé comme sauveteur à la piscine de Pointe-Claire. Fait que je voyais, pas souvent, parce qu'ils s'entraînaient un peu plus, je pense, au stade olympique. Mais tu sais, Megan Benfito, Jennifer Abel, Roselyne Filion, même dans le temps, juste avant Emily Emmons, juste avant qu'elle quitte. Là. Tout à fait. Fait qu'ils rôdaient quand même souvent dans ce Avant, dans le temps. Il y avait le Centre-Claude-Robillard, puis il y avait Pointe-Claire, il y avait Camo Plongeon, en fait, qui était au Centre-Claude-Robillard, puis Pointe-Claire, qui étaient les 2 gros clubs au Québec et au Canada, je dirais. Puis maintenant, ils ont fait la nouvelle place qui est l'Institut national des sports, en fait, au Stade olympique, l'INS, qui accueille plusieurs sports résidents, dont le plongeon, la nage synchronisée, le water polo, la natation, la paranatation. Donc, il y a plusieurs sports qui vont être chapeautés par l'INS maintenant. Parce que l'INS, c'est quoi? Après ma barre, c'est un organisme, c'est une association? C'est un gros organisme qui sert, dans le fond, le but de ça, c'est de permettre à l'athlète d'avoir l'encadrement complet sans avoir à sortir de la place, finalement. OK, d'avoir tout sous le même toit, sauf le sommeil, disons. Mais tout ce qui est l'aspect nutrition, l'aspect psychologie, l'aspect physio, les entraîneurs aussi sont là. Il y a des biomécaniciens, ils peuvent s'entraîner au niveau physique, fait qu'il y a un super beau centre d'entraînement. Il y a toutes les facilités, même il y a des salles de repos, il y a une cuisine où est-ce qu'ils peuvent cuisiner carrément. Fait qu'il y a vraiment, ils ont essayé de mettre tous les spécialistes ensemble pour faire en sorte que l'athlète est tout sous un même toit pour pas avoir à se casser la tête d'aller à un rendez-vous, de faire 2 heures d'auto pour se rendre à un rendez-vous ou quoi que ce soit. D'optimiser la vie de l'athlète qui compétitionne, finalement. Tout est là pour la performance. Exact. C'est de simplifier la vie pour qu'il se concentre à 100% sur la performance. Puis tu as parlé beaucoup de plongeon. Toi, tu en as fait depuis ton jeune âge. Depuis mon jeune âge, j'ai fait du plongeon, oui. Puis
ça a été quoi ta progression ou ton parcours en général dans ce sport-là? J'ai jamais plongé à un niveau... J'ai fait du niveau provincial. Donc, c'est pas un gros niveau. Ouais. C'est pas mauvais non plus, là, mais c'est pas de la haute performance. J'ai pris la décision quand j'avais 14-15 ans. Je m'étais fait offrir d'aller m'entraîner justement au Centre Claude Robillard à Camo. Puis rendu à 14-15 ans, ben on a des amis, on a notre réseau scolaire. Fait que j'avais pris la décision que je voulais pas m'entraîner davantage. J'étais super bien dans le club où j'étais. Puis j'avais un entraîneur que j'adorais. Fait que je voyais pas la nécessité. Puis pour moi, l'école était plus importante que le sport. Mes amis étaient plus importants aussi. Fait que j'avais pris la décision de juste dire, bon non, je serai un peu moins bonne, mais après ça... Tu vas faire plusieurs choses. Je vais faire plusieurs choses, puis ça a fait en sorte que j'ai gardé mon amour du plongeon aussi. Je me suis pas écœurée en bon français. Ouais, c'est ça. C'est intéressant, ça. Fait que après ça, j'ai été entraîneur, j'ai été juge national, j'ai fait plein d'autres choses pour mon amour du plongeon, puis j'ai continué à aimer mon sport malgré tout. Je dis pas que tout le monde qui fait du haut niveau aime plus son sport après, mais en général, les gens retournent pas bien à leur sport après. Ouais. Puis, ayant travaillé dans le milieu piscine, je voyais beaucoup les équipes de natation et de plongeon. Puis, on dirait qu'il y avait une espèce de règle non écrite que automatiquement, tous les jeunes, quand ils arrivaient à 15-16 ans, ils étaient comme écœurés, complètement écœurés. Ouais. Parce que c'est quand même des sports qui demandent beaucoup d'entraînement, autant natation que plongeon. Là. Les jeunes de natation, ils étaient là 2 fois par jour en semaine. À 5h30 le matin. Avant l'école. Après ça, ils allaient à l'école, ils revenaient dans la piscine. Puis le samedi matin, ils étaient tout le temps là. Qu'est-ce que tu penses de ce concept-là, peu importe le sport, d'avoir très jeune des athlètes qui font juste le même sport? Ce qu'on appelle la spécialisation. Oui, l'ultra-spécialisation, à la limite. Là. C'est malheureusement une réalité qu'on a dans plusieurs sports, pas tous les sports, je dirais. Parce que, par exemple, en gymnastique, les filles vont performer entre 18 et 20 ans à peu près. Oui, le pic. Le pic. Ouais, aux Olympiques, rendus à 30 ans, t'es une grand-mère. Oui, c'est ça. Fait que dans certains sports, c'est plus difficile parce qu'il faut que cette spécialisation-là se fasse relativement jeune. Par contre, dans d'autres sports, comme le ski de fond, le biathlon, le cyclisme, ben c'est des sports où on va piquer, où on va performer plus vers la fin vingtaine. Ouais. Plus les sports d'endurance. Plus les sports d'endurance, exactement. Ce qui fait que, tout dépendamment du sport, la spécialisation est pertinente ou pas. Est-ce que c'est normal à 8 ans de s'entraîner 20 heures par semaine? Je pense pas. J'ai justement vu un article passer hier qui disait que les grandes règles de l'entraînement de la spécialisation, c'était ils recommandent pas de s'entraîner plus que 18 à 20 heures par semaine chez un enfant. Il faudrait qu'il y ait idéalement 1 journée ou 2 de congé par semaine, dans le meilleur... Aucun sport. Aucun sport, ou d'autres activités ludiques. Aller faire du patin dehors, exactement, on s'en va faire du BMX, puis c'est le fun. Ensuite de ça, il recommandait aussi que dans l'année, il y ait au moins 3 mois au total de congés complets de sport. Ça veut pas dire 3 mois de suite, mais il recommandait au moins 4 semaines de suite, puis 3 mois pour justement permettre au cerveau, mais permettre aussi au corps d'avoir un break. Puis c'est une des stratégies pour prévenir les blessures aussi. Et ce qu'on voit malheureusement, c'est exactement ce que tu disais, dans l'hyperspécialisation, on voit que les jeunes ont tendance vers 15, 16, 17 ans à lâcher leur sport parce qu'il y en a beaucoup qui vont avoir commencé à 7, 8 ans, 6 ans dans certains sports, puis qui ont juste fait ça de leur vie. Ce qui fait que, rendu à 16-17 ans, ben, ça fait quand même déjà 10 ans que tu fais ton sport, puis tu as le goût d'aller voir ailleurs, puis de vivre une vie normale aussi. Ils ont 20 ans, puis ça fait 15 ans déjà qu'ils font le même sport. Oui. Je lisais, il y a un certain temps, il y avait un article qui était sorti qui parlait de la Norvège, qui a décidé, lui, comme pays, que c'était pas comme ça qu'il voulait fonctionner, que l'hyperspécialisation allait pas se produire très jeune. C'est sûr que la Norvège... Oui, c'est un pays à peu près à la même nordicité que nous, mais ils sont bons beaucoup dans les sports d'endurance. Fait que je mettrais un bémol là-dessus. Eux, c'est beaucoup le ski de fond, c'est beaucoup le biathlon, patin de vitesse, longue piste. Fait que c'est des sports qui se spécialisent, qui performent plus tard. Mais eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire de championnats nationaux avant d'avoir 12 ans. Ils n'ont pas le droit de faire de sport avec des chiffres, avec des pointages avant l'âge de 11 ou 12 ans, je pense. Fait que tout est axé sur l'entraînement, la technique, la stratégie,
mais en disant, ben nous, on met pas l'emphase sur les performances, là, on met l'emphase sur le jeu, puis l'appréciation du jeu. Puis même, je lisais ce matin, il disait dans le fond que eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'athlète soit au cœur des décisions. S'ils décident de changer de club pendant l'année, il n'y a pas de frais, ils sont bien d'accord avec ça. Ils encouragent les propres décisions de l'athlète. Si l'athlète veut pas faire un tournoi, ben c'est OK, tu feras pas le tournoi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discussion de ce côté-là. C'est l'athlète au cœur. Hein? La Norvège à plusieurs ouais. niveaux. Là. Puis la Norvège a gagné beaucoup de médailles aux derniers Olympiques de Pyeongchang. Ils ont gagné, je pense, 39 médailles au total, ce qui était plus que les États-Unis, dans le fond. Fait qu'il y a quelque chose dans ce qu'ils font qui ne doit pas être fou. Est-ce que c'est réaliste pour tous les sports? Je pense pas. Malheureusement, dans le contexte où, justement, en gymnastique, les filles vont performer vers 18-20 ans, c'est plus difficile de dire que jusqu'à 12 ans, on s'entraîne de façon ludique, alors que le gros des compétences, il faut qu'ils se fassent... Ouais. Ils n'ont comme pas le choix, là. Ils ont comme pas... Ben, je sais pas s'ils n'ont pas le choix. C'est difficile de faire... Ça n'a peut-être pas été fait le contraire. C'est ça. C'est difficile de changer les mentalités. Ça, c'est clair dans le sport, c'est très difficile. Puis, ce serait un peu étrange de faire 2 cohortes, de dire, il y a une cohorte, si on voulait faire une étude plus poussée, de dire, on va faire... Avec un groupe contrôle. Avec un groupe contrôle, qu'on va faire l'entraînement habituel, puis on va faire le nouveau modèle d'entraînement où il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de notes, on est tous des amis qui se tenons par la main. Je ne suis pas sûre que ça tiendrait la route. Ouais. Mais on n'est pas non plus rendu... en Chine, ils sont rendus presque à décider, à dire quand le bébé est jeune, il y a telle longueur de bras, il y a telle longueur de jambes, il va devenir un joueur de basketball parce qu'on a vu qu'au basketball, c'est tel ratio entre les bras et les jambes qui fait en sorte que c'est un athlète performant. Ça, c'est assez complètement fou. Hein? C'est complètement fou. Bon, on n'a pas le même régime politique. Ouais. C'est pas les mêmes réalités, évidemment, que ce qu'il y a en Chine, mais peut-être ça viendra un jour. J'espère que non, là, parce qu'à un moment donné, il y a la liberté de chacun aussi là, qui est importante. Là. Puis je sais pas c'est quoi les... Il doit avoir des conséquences, je sais pas si c'est documenté ou démontré, mais il doit avoir certaines conséquences à le fait d'avoir pratiqué un sport très spécifique, de ne pas avoir joué en équipe, de ne pas avoir touché à différents sports, parce que ce qui semble favoriser le développement moteur des enfants et aussi le cerveau des jeunes, c'est d'être stimulé, mais de plein de façons différentes. Ben, on recommande pas justement la surspécialisation trop rapide parce que ils deviennent très bons dans une facette, mais tout ce qui leur reste devient beaucoup plus problématique. Il y a des gens qui sont bons dans tout, fait qu'il y aura toujours des exceptions qui vont être très talentueux malgré tout dans toutes les sphères, mais idéalement, un enfant, c'est fait pour quoi? C'est fait pour jouer dehors. Fait que c'est d'aller tester plein d'affaires, de s'amuser, de faire des culbutes, de faire de se péter la gueule un petit peu aussi. D'apprendre. Donc, fait que si on le fait pas de cette façon-là, qu'on devient très, très centré sur un sport, c'est effectivement pas l'idéal d'un point de vue moteur. Puis, notre agilité vient pas juste de faire une activité sportive, mais vient plutôt d'être capable de répondre à n'importe quelle demande. Ce qui fait que quand on se spécialise très tôt, ben, on est un petit peu moins capable de faire dans toutes les sphères. Toutes les sphères. On est peut-être un peu moins malléable, on a moins de skills, là, entre guillemets, dans différents trucs. Là. Puis c'est sûr que d'un point de vue blessure, ben, à faire un geste répété, disons, je vais donner un exemple qui est peut-être un peu évident, mais si je deviens spécialisée en lancer du javelot, ce qui n'est pas le cas en athlétisme, là, c'est plus tard quand même que leur spécialisation vient, généralement, là, c'est pas à 8-12 ans, mais si je deviens un lanceur de javelot à 8 ans, ben, je vais peut-être ressembler, comme dans Astérix, les 12 travaux, avec un gros bras puis un petit bras. Ouais, c'est ça. C'est exagéré, c'est un peu asymétrique, c'est un peu exagéré parce que maintenant, les programmes d'entraînement font attention pour que ce soit qu'il y ait le moins de débalancement possible puis qu'on prenne l'athlète dans son ensemble et non pas juste le bras qui doit lancer. Ouais. Mais il reste que c'est un peu ça aussi. Parce qu'il doit... Tu sais, je sais pas s'il y a plus de risques de blessures dans les sports, dans les jeunes qui font des sports intenses, tout le temps la même affaire, parce que au final, c'est tout le temps répétitif, c'est là qu'on développe plus les blessures de surutilisation souvent. Là. Ouais. Puis je sais pas si c'est ça non plus, ça a été documenté. T'sais, est-ce que les jeunes se blessent plus ou est-ce qu'ils ont plus d'épisodes de blessures quand ils sont dans un sport compétitif intense à faire la même chose que, exemple, celui qui fait autant de sport mais qui va jouer au soccer, au hockey, au baseball, qui va être varié? En fait, le corps de la façon qu'il fonctionne, c'est qu'il va toujours être capable de s'adapter à condition qu'on lui donne la chance de s'adapter. Fait que si j'ai un régime pas alimentaire, mais un régime d'entraînement qui est
adéquat, que ma progression se fait d'une façon normale, que je varie un peu quand même mes choses, théoriquement, mon corps devrait être capable de s'adapter. Là où il devient plus capable de s'adapter, c'est quand on dépasse la limite qu'il a, qui fait en sorte qu'il est tout le temps en compensation, puis qui à ce moment-là, ne pourra pas guérir adéquatement. Donc, là, il peut devenir en surentraînement. Il peut devenir en surentraînement, puis exactement, un des signes du surentraînement, c'est la fatigue, c'est la baisse des performances. Puis, veut pas, dans l'âge critique de l'enfance, on devient adolescent à un moment donné, puis le schéma corporel devient un peu moins bon aussi. Donc, dans plusieurs sports, le schéma corporel étant super important. Si, par exemple, on prend un athlète de plongeon, qu'il faut qu'il fasse des vrilles, qu'il faut qu'il fasse des périlleux dans toutes les directions, si, soudainement, en 2-3 mois, il gagne 10 cm de hauteur, bien, le centre de gravité change, l'image mentale de notre corps change aussi, ce qui fait que nos performances peuvent être moins bonnes, mais qu'il faut qu'on maintienne quand même ce haut niveau-là. Fait que ça, c'est la job de l'entraîneur, de moduler l'entraînement aussi pendant cette période-là pour faire en sorte que ils se blessent pas. Ouais. Parlant d'entraîneur, on en voit beaucoup. Moi, mon expérience, c'est plus au niveau du sport amateur parce que j'ai fait différents types de sports. C'est tout le temps des niveaux corrects, plus compétitifs. Puis on voit beaucoup d'entraîneurs, ceux qui voient tous leurs athlètes aux Olympiques puis aux championnats du monde, puis qui sont très, très, très intenses dans le sport amateur. Toi, as-tu des expériences de voir des coachs qui poussent peut-être un peu trop leurs athlètes? Puis c'est quoi que ça avait souvent comme répercussion chez ces jeunes-là? C'est du cas par cas, je dirais. Je pense que, puis ça c'est ma vision à moi, mais je pense que pour devenir un athlète olympique, c'est une infime portion des athlètes qui ont le potentiel de devenir des athlètes olympiques, que ce soit en termes de performance, en termes psychologiques, parce que pour devenir un athlète olympique, il faut avoir un corps qui nous permet de faire ce sport-là. Je pense qu'il faut avoir un mental, la dureté du mental qu'on dit, là, mais il faut que le mental soit assez fort pour faire abstraction de tout ce qui va arriver d'épouvantable pendant une carrière d'athlète. Puis il y a des périodes où on va avoir des entraînements qui vont mal aller, puis il faut continuer à penser qu'on est capable de se rendre où on veut se rendre. Je pense qu'il faut un entourage aussi qui est présent, qui est pas nécessairement financier, mais ça peut aider parce que ça coûte cher, le sport de haut niveau. Il faut quand même avoir les moyens de faire du sport. Là. Particulièrement quand on est juste une coche avant de faire partie des équipes nationales, parce que quand on fait partie des équipes nationales, Sport Canada nous donne ce qu'on appelle un brevet qui nous aide financièrement à chaque mois pour pouvoir payer notre loyer. C'est pas des milliards, mais c'est quand même un montant qui permet aux athlètes de se concentrer sur leur sport un petit peu plus. Mais ceux qui sont juste une petite coche en dessous de ça, qui n'ont pas accès à ces choses-là, ça coûte cher. Le sport de haut niveau, ne serait-ce que toutes les compétitions qu'il faut aller pan-canadien, ben ça coûte cher, veut pas, l'entraînement, payer les coachs, payer la bouffe pendant qu'on est en voyage, puis tout ça. Fait que je pense que pour être un athlète qui réussit, il faut un peu de tout ça. Il faut aussi un entraîneur qui est compétent et qui est à l'écoute, mais je pense que la job de l'entraîneur, c'est aussi de pousser l'athlète à aller chercher le meilleur de lui. Est-ce qu'il y a une marge qui est fine, une ligne fine, où on est un excellent entraîneur, puis où on est un épouvantable, puis qu'on est un dictateur? Il y a une fine ligne, mais je pense que... C'est une zone grise. C'est une zone très grise, puis je pense que pour que l'entraîneur soit bon, il faut qu'il apprenne à pousser l'athlète, mais il faut que ça se fasse aussi d'un point de vue individuel et non pas appliquer la même recette à tout le monde. Puis pour certains, ça va être bon de se faire pousser dedans, de se faire un peu chialer après. Puis pour l'autre, il va falloir le prendre d'une façon beaucoup plus constructive. C'est ça. Fait que être entraîneur, ça doit être assez tough parce qu'il faut connaître chacun de ses athlètes, savoir ce qui est bon pour lui, puis de le développer dans cette optique-là. Il faut vraiment une grande capacité d'adaptation. C'est un peu comme les profs, dans le fond, parce qu'il y a plein de jeunes qui ont des types d'apprentissage différents. Puis il y a plein de jeunes qui vont répondre à la discipline, puis il y en a qui vont répondre plus à la liberté. Tout à fait. Mais les athlètes, en général, il y en a qui ont vraiment besoin du coach qui crie, qui est dictateur, qui va à la limite leur donner un peu de la merde. Là. Puis ils vont vraiment très bien répondre à ça. Puis il y en a qui ont besoin d'être entourés, d'être encadrés, d'être un sans peu être dans un monde calinours. Oui, c'est ça, mais quasiment. Des fois, oui, tout à fait. Puis je pense que c'est très difficile d'un point de vue entraîneur de personnaliser aussi. On ne devient pas avec 12 personnalités. Là. Non, c'est ça. On a notre personnalité, puis on essaie de la moduler en fonction de chacun de nos athlètes, mais ça doit être un gros challenge de ce côté-là, de s'adapter. Oui, puis souvent, les coachs ont déjà été athlètes, puis eux, ils ont eu des modèles de coach. Tout à fait. Fait que, en général, un peu comme quand tu deviens parent, tu vas te servir des modèles de parents. On reproduit un peu ce qu'on a eu, ou on ne reproduit pas ce qu'on a eu parce qu'on n'a pas aimé ça, mais oui, ça doit être
un gros challenge. Puis les entraîneurs sont quand même encadrés par les programmes de formation des entraîneurs. Fait qu'il y a quand même une base scientifique qui est donnée aux entraîneurs, puis après ça, ben, c'est d'aller chercher d'autres compétences ou d'autres connaissances en fonction des intérêts de chacun. Puis autant des entraîneurs de toutes sortes, on voit aussi des parents de toutes sortes dans le sport. Là. Moi, vraiment, c'est les sports d'équipe, on dirait qu'on le semble le voir plus, là, les fameux parents d'estrade, au soccer, au hockey. En plongeon, est-ce qu'il y a ça? Toi, c'est surtout le plongeon que tu as vu, mais tu as couvert aussi des équipes sportives. J'ai fait beaucoup d'équipes sportives de tout genre. Je dirais, en plongeon, c'est sûr, dans tous les sports, il y a des parents intenses. Là. Je peux pas dire que j'en ai vu des abusifs. Ayant été juge, c'était moi la méchante qui mettait des points aux athlètes, puis jamais on juge un athlète sur qui il est, on juge sur ce qu'il a fait, puis ça arrive qu'on se trompe, comme toute personne normale. Des fois, il y a des styles de plongeon qu'on aime mieux. Si on regarde les styles de plongeon de chacun, il y a Jennifer Abel, par exemple, qu'on voit encore beaucoup, n'a pas du tout le même style de plongeon que Emily Emmons avait, par exemple. Fait qu'il y a des styles différents qui sont plus agressifs ou qui sont plus élégants, disons. OK. Quand tu parles de style, tu parles de l'esthétisme. De l'esthétisme ou du côté athlétique. Après ça, le juge, il a le droit d'avoir des préférences. Il va quand même juger en fonction de ce qu'il voit. On a plusieurs critères à juger, par exemple, en plongeon. C'est pas juste est-ce qu'il fait de l'eau ou pas. C'est dès que le juge siffle pour permettre à l'athlète d'y aller, ben on commence à juger. OK. Donc, même en haut, la préparation. Même la préparation, jusqu'à un certain point, là, c'est sûr que l'important, c'est le plongeon. Mais il reste que si la personne a une posture épouvantable, qui n'a pas l'air sérieux, qui se tient tout croche, ben on pourrait déduire un petit peu de points. Ce qui fait que notre jugement est très... Puis tout dépendamment si je suis assise à gauche dans l'estrade de juge ou à droite, ben je ne verrai pas le même plongeon exactement. Fait que des fois, il y a des différences de notes qui peuvent s'expliquer tout simplement par la position où on est dans l'estrade de juge. Fait que j'ai jamais vu en plongeon un parent nous garrocher son sac de popcorn d'en face parce qu'il n'était pas content. Ce qu'on peut voir bien pire que ça au hockey, des gens qui donnent des coups dans les baies vitrées puis tout ça, mais j'ai jamais vu ça. Des bagarres ou des bagarres de parents, j'ai jamais vu ça. Est-ce qu'il y en a des intenses? Définitivement, il y en a dans tous les sports des gens plus intenses puis des cheerleaders négatives, là, mettons, là, mais... En quelque part, il y a un problème, pauvre enfant, qui a un parent qui est trop intense ou trop incisif. Dans ma tête, encore là, le sport, c'est supposé être positif, c'est pas supposé être une expérience négative en soi. Mais il y en aura toujours des intenses. Il y en a des intenses envers les profs à l'école, il y en a des... dans tous les domaines. Dans tous les domaines, fait que... Parce que souvent, on voit le parent type... un peu qui vit le rêve de son enfant à travers lui, à travers le sport, son rêve olympique ou ce que lui a pas réussi à faire. Quand on regarde les statistiques, par exemple, au hockey, combien commence le hockey, disons, en atomes, puis oui, peu importe, combien se rendent à la Ligue nationale, c'est définitivement, probablement 0,1% ou même pas. Il y a 600 joueurs dans la Ligue nationale. C'est ça, fait que les chances que quelqu'un se rende au sommet de leur sport sont infimes. C'est là où il faut apprendre à respirer un peu. Puis je pense que d'avoir un comportement qui est plutôt positif, axé sur... Sans encore là être dans un monde de tout est beau, féerique, il faut quand même penser que l'athlète est là pour s'amuser puis performer. Puis le meilleur encadrement pour performer, c'est que ce soit agréable. C'est pas par la punition ou par d'être mal à l'aise par rapport au comportement de son parent, là, finalement. On dirait dans ma tête, l'objectif de faire du sport à son jeune, c'est d'y donner une certaine passion, une raison de vivre, de faire du sport, de se développer, mais c'est d'impliquer ou d'inculquer des bonnes habitudes de vie. Parce que moi, la raison pour laquelle je fais encore du sport en ce moment, c'est parce qu'à 4-5 ans, quand c'était pas moi qui prenais les décisions, ben mes parents, ils allaient me reconduire au soccer, puis à 8-9 ans, ils allaient me reconduire au hockey, puis tu sais, on dirait que ça te mène dans une routine de devoir faire du sport chaque semaine. Puis ça devient la norme. Oui, puis il y a l'aspect plaisir, justement. C'est ça. Au début, si tu étais au soccer puis tu n'aimais pas ça, ils ont décidé de dire « on va essayer un autre sport pour qu'ils aiment ça ». Fait que oui, définitivement, l'aspect plaisir devrait faire partie du pourquoi on fait notre sport. Puis je pense que plus les gens aiment faire du sport, plus les enfants vont aimer leur sport, plus ils vont avoir le goût d'y aller aussi par la force des choses. Fait que ça joue là-dedans. Fait que
effectivement, c'est les bonnes habitudes se prennent en bas âge en général. C'est ça. Puis au final, tu sais, ça devient plus tard un problème ou pas de santé publique quand tu as la majorité de la population qui fait ou ne fait pas du sport, tu sais. Tout à fait. En Norvège, on parlait de la Norvège tantôt, moi je fais beaucoup de ski de fond, je fais de la compétition, puis je coach, puis le modèle de sport là-bas est complètement incroyable. Le réseau de ski de fond est accessible, il rentre dans les communautés, fait que, tu sais, quand tu vis en banlieue en Norvège, tu peux marcher aux pistes de ski de fond. Toutes les pistes de ski de fond sont gratuites. Je pense que le nombre d'heures en classe qu'ils font par semaine est inférieur à la moyenne mondiale parce qu'ils font du sport en après-midi. Tu sais, c'est comme la norme là-bas que tu finis l'école, tu fais tes devoirs, tu t'en vas faire du sport. Ou même des devoirs, je sais même pas si... Je me souviens pas la Norvège, mais c'est dans plusieurs pays, ils ont moins justement, de devoirs, ils n'ont pas ou moins de devoirs. Ça, c'est un autre débat à savoir si c'est utile de faire des devoirs ou pas. Mais c'est sûr que de bouger fait partie de la façon... Au niveau moteur, c'est positif. Donc, on apprend à se coordonner. On active nos hormones du bonheur. Il y a plein de bienfaits à faire de l'activité physique, définitivement. Juste avant, quand on était jeune, tout le monde marchait pour se rendre à l'école. Maintenant, je pense que la proportion de jeunes qui marchent pour se rendre à l'école diminue drastiquement. C'est de plus en plus les parents qui font le taxi même pour se rendre à l'école. Bon, les mentalités ont changé dans les 30 dernières années, assurément, mais ce qui fait en sorte que même là, on fait moins d'activités juste pour se rendre à l'école. Il y a l'étalement urbain aussi. Là, les populations grandissent et grandissent, fait que les gens n'ont pas le choix de éventuellement se mettre de plus en plus loin pour bâtir leur maison. Tout à fait. Les écoles sont peut-être un peu moins concentrées, alors qu'en ville, peu importe où tu es probablement à moins d'1 kilomètre. C'est ça, à une station de métro ou moins d'une école. Là. Tout à fait. Puis, en tant que plongeuse, là, en ce moment, est-ce que toi, tu plonges encore? T'entraînes-tu encore un peu? J'ai fait du plongeon, en fait, toute ma vie. J'ai commencé assez jeune, puis j'ai continué même après ça dans les maîtres quand j'étais plus compétition junior ou senior. Là. Je dirais dernièrement on and off, faute de temps, faute de contraintes. J'ai fait une commotion cérébrale il y a 1 an et demi, fait qu'il a fallu que j'arrête temporairement. Je savais même pas. Fait que ça a fait en sorte que j'ai... En plongeon? Ou non, mais j'ai pas repris après ça, mais c'était faute de temps, c'était pas... au début, c'était à cause de la commotion cérébrale, mais après ça a été faute de temps. J'ai fait d'autres affaires entre-temps, ce qui me permettait de bouger quand même, mais pas... Il y a quand même un aspect danger avec le plongeon. Avec les commotions, tu penses? Avec les commotions, mais en général aussi, fait que, quand j'ai eu la commotion, de faire des périodes, des vrilles, mon cerveau, même si je faisais les étapes normales de réhabilitation, mon corps le tolérait pas, mais était capable de tolérer le reste. Fait que j'ai comme pas repris, puis après ça n'a pas donné, mais c'est pas... c'est encore dans mes projets. Il y a une question d'horaire, là, aussi. J'aime encore ça. C'est le sport c'est le seul sport qui m'amène ce petit thrill-là. Mais ça se voit dans tes yeux. J'aime plein d'autres sports, mais les petites étoiles viennent dans le plongeon, là, définitivement. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'athlètes commotionnés en plongeon? Il y en a beaucoup. Je dirais, je pense pas qu'il y en ait plus qu'avant. Peut-être un peu plus qu'avant à cause justement de la spécialisation plus jeune. Ça a été un peu mon cheval de bataille dans les 10 dernières années, dans les 8 dernières années, là, avec le plongeon, de conscientiser que c'est pas tous les flats. Hein, ça fait partie de la vie d'un plongeur de faire des flats. Là, que ce soit du 1 mètre, du 10 mètres, on peut faire des flats. Puis ça fait mal, mais ça peut faire aussi qu'on se fait une commotion à ce moment-là. Pas tous les flats deviennent des commotions, mais c'est quand même, on augmente le risque un peu. Par exemple, du 10 mètres, on tombe à 50 km/h dans l'eau. Fait que si on imagine un cycliste qui roule à 50 km/h puis qui fonce dans un mur, ben si je rentre mal dans le mur, j'ai une option de faire une commotion cérébrale. Parce que moi, quand je travaillais à la piscine, je sautais du 10 mètres avec mes jeunes. Puis tu sautes les pieds premiers. Puis t'as mal aux pieds là, quand tu sors. Fait que j'imagine pas l'impact sur la tête ou sur le dos que ça peut faire. En fait, il y a une technique pour entrer dans l'eau. On rentre par les mains, mais on crée vraiment une barrière. La main devient une espèce de... C'est les mains qui prennent le premier choc pour pas que ce soit la tête. Ça crée un sillon pour que la tête soit pas ce soit pas elle qui prenne l'impact. Mais il y a tout le temps un risque, définitivement. Puis avant, on disait, il a pogné un flat, oui, c'est correct, il n'y a pas de trouble. Il a mal à la tête, c'est normal, c'est pas grave, ça va passer. On est beaucoup plus cohérent, je pense, maintenant, à dire, attends, là, c'est-tu normal? Parce que ça arrive d'être un peu sonné.
parce qu'on a fait une nouvelle figure, on est tombé un peu croche. C'est normal d'avoir mal quand on pogne un flat, mais ça devrait pas rester, les symptômes. Puis il faut faire une évaluation judicieuse pour dire, attends, là, est-ce que c'est juste qu'il a pogné un flat ou il y a d'autres choses de plus importantes? Fait que c'est beaucoup là-dessus que j'ai mis l'emphase, d'éduquer les entraîneurs, d'éduquer même les athlètes à dire, il faut les reconnaître, nos symptômes de commotion cérébrale, pour qu'on ait un retour au jeu qui est judicieux, qui est favorable à ce qu'on ne se refasse pas une autre commotion cérébrale, parce qu'avec une commotion cérébrale, c'est pas juste là dans l'immédiat, c'est notre jugement est modifié, notre récupération peut être modifiée. On le voit maintenant avec les joueurs de football, les joueurs de hockey qui font des recours. C'est ça, il y a beaucoup de parce qu'il y a des conséquences à long terme si on se fait tapocher dessus souvent. Fait que, ils analysent les cerveaux maintenant. Là, ils analysent les cerveaux, puis il y a des conséquences qui peuvent en partie s'apparenter maintenant à l'Alzheimer ou à des comportements vraiment avec des troubles de l'humeur, puis des choses beaucoup plus graves que juste « Ah, j'ai eu une commotion cérébrale ». Fait qu'on est plus conscient. Je dirais il y a un retour du balanciement. Il y a un temps où rien n'était une commotion cérébrale. C'était « shake ta tête, retourne sur le jeu, puis ça va aller mieux, puis va marquer ton but ». Puis il y a eu dans les peut-être 10 dernières années l'extrême surveillance de dire « Oh mon Dieu, tout était une commotion cérébrale ». Je pense qu'on est de plus en plus apte à juger. Il y a un équilibre qui se fait, là. Oui, puis la difficulté qu'on a, c'est que c'est un diagnostic clinique, c'est pas un diagnostic d'imagerie. C'est ça. Fait que la nuance, c'est je peux pas faire un scan pour déterminer que j'ai une commotion cérébrale. Une commotion cérébrale, si je fais une image un peu boiteuse, c'est si j'ai du jello dans un bol, je shake le jello, c'est ça une commotion cérébrale. C'est ça, le jello, il est encore Le jello, il est encore là, il est encore aux fraises, là, il devient pas au bleuet soudainement, là, puis il y a pas plein de fentes dedans. Non. Donc, à l'imagerie, au scan, aux résonances magnétiques, on verra rien comme tel. Ce qui fait que c'est beaucoup un diagnostic de symptômes, c'est beaucoup un diagnostic d'aptitude, fait que tout ce qui est mémoire, tout ce qui est équilibre, pour nous dire « cette athlète-là est pas dans son état normal ». Puis il y a des protocoles maintenant que le gouvernement a fait, puis il y a différents sports. Moi, j'ai travaillé à celui du plongeon, mais il y a différents sports qui ont différents protocoles pour que ce soit encore plus propre à leur sport, à leurs activités qu'ils font. Par exemple, quelqu'un qui plonge du 10 mètres, on veut pas qu'il retourne 2 jours après à faire du 10 mètres. On veut être sûr que son corps va bien tolérer le 1 mètre, le 3 mètres, le 5 mètres, le 10 mètres avant de refaire des figures complexes. Juste ne serait-ce que jugement, d'un point de vue jugement, on sait que la commotion cérébrale va un petit peu modifier le jugement, que ce soit le temps de réaction, que ce soit le jugement en général, ça fait que c'est des protocoles qui vont aider les entraîneurs à mieux encadrer l'athlète pour son retour au jeu aussi. Mais de plus en plus, je pense que c'est devenu un sujet d'actualité immense dans le sport dans les 10 dernières années. Puis j'écoutais un podcast cet été, c'était avec Guillaume Latendresse. Puis lui, qui était un joueur du Canadien. Puis lui, ça a mis fin à sa carrière assez jeune. Là. Très jeune. Je pense qu'il y a une trentaine d'années en ce moment, ou peut-être un peu mi-trentaine. Mi-trentaine, Puis c'est ça, dans le fond, lui, ce qu'il racontait, c'est qu'il y en a eu jeunes, évidemment, mais les grosses qu'il y a eu, c'est quand il était dans la Ligue nationale. Puis tu sais, des affaires de comme, il se fait sonner, il retourne sur le banc, il voit des points noirs, il voit les joueurs doubles, puis il dit absolument rien. Parce que, tu sais, c'était pas Sidney Crosby, c'était un bon joueur, mais c'était pas Sidney Crosby, puis il y a tout le temps un jeune qui peut être prêt pour prendre sa place. Fait que ça devient vraiment une espèce de conflit de jugement. Vraiment. Puis il y a vraiment une dualité entre ma santé, mais ma place dans mon équipe, ma place dans le sport. Puis ça, chez les jeunes, c'est sûr que ça a des conséquences immenses. Là. Définitivement. Puis encore là, justement, d'un point de vue faire sa place, comme tu dis, il y a toujours quelqu'un qui va me pousser derrière. Si c'est pas moi, ça va être un autre. Surtout dans le sport de haut niveau. Surtout dans le sport de haut niveau. Quelqu'un qui est prêt à prendre Exactement. la place. Je pense que maintenant, il y a une éducation qui se fait de plus en plus... même au niveau international, même au niveau professionnel, mais c'est sûr que c'est plus difficile au niveau professionnel parce qu'il y a des contrats là-dedans, il y a des gros sous en jeu. Donc, les athlètes n'ont pas intérêt peut-être à le dire qu'ils ont eu une commotion. Je dirais que dans le sport amateur, c'est de plus en plus surveillé. Il y a de plus en plus d'équipes médicales qui entourent les athlètes, ce qui fait en sorte qu'on peut les éduquer. Puis je pense que ça part beaucoup de l'éducation. Jamais mon souhait le plus sincère quand je suis avec des athlètes, c'est qu'ils performent. C'est pas de les empêcher de s'entraîner. Au contraire, parce que je veux qu'ils réalisent leurs rêves. Par contre, quand la sécurité dit il faudrait qu'on arrête de s'entraîner pour pouvoir reprendre plus rapidement. Parce que c'est prouvé que si on continue à s'entraîner par-dessus une commotion,
c'est plus long notre temps de récupération que si on avait fait le protocole normal de repos puis d'augmentation de charge sur le cerveau après, que ce soit cognitif ou activité physique. Même si ça peut sembler un long parcours, c'est significatif la durée d'augmentation si on continue à s'entraîner. Donc, c'est beaucoup d'éducation à faire auprès des jeunes et moins jeunes. Et les coachs. Et les coachs. Et les parents. Et les parents pour dire, ben c'est dans votre intérêt tous de les signifier pour qu'un professionnel puisse les évaluer. De dire, ben oui, c'est une commotion, ou c'est sûr qu'un mal de tête, ben il y a plein de choses qui peuvent causer un mal de tête. On peut avoir un problème dans le cou qui va causer un mal de tête. Ouais. On peut avoir une posture épouvantable qui va causer un mal de tête. On peut être stressé. On peut être stressé. On peut oublier de respirer, puis on va avoir des maux de tête. On peut être déshydraté, puis on va avoir mal à la tête. Fait qu'il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte qu'on va avoir un mal de tête. Fait que c'est aux professionnels de la santé, justement, de bien évaluer toutes les sphères pour dire, ben est-ce qu'on est avec un problème de commotion cérébrale ici ou c'est complètement d'autre chose, puis il peut continuer à s'entraîner modérément. Oui, ça, je pense que c'est quand même une bonne leçon à retenir de cette conversation-là. Autant pour les parents que les coachs, peu importe que ce soit. On parle des commotions parce que c'est peut-être la blessure qui peut avoir le plus grand impact sur la vie future parce que c'est ton cerveau. Puis pas juste, exactement, puis c'est pas juste au niveau du plan sportif, c'est ça, au niveau de ce que je vais faire dans la vie. Moi, j'en ai vu des athlètes universitaires de dire, ben je peux pas continuer ma session, je suis incapable de lire plus que 3 lignes, je lis mon paragraphe, puis je sais même pas ce que j'ai lu. Ils se concentrent plus. Ils sont plus capables de se concentrer, fait que de remettre un travail, de faire un examen, c'est presque impossible dans certains cas. Ouais. Fait que ça a des impacts vraiment à long terme sur notre population aussi, puis un athlète qui n'est pas capable de s'entraîner, ben il va devenir un peu déprimé. Ça peut amener d'autres conséquences qui sont beaucoup plus sévères à long terme ou beaucoup plus complexes à gérer, en fait. Oui, parce que le cerveau, c'est assez fascinant là, à quel point je ne sais pas si on en comprend, quel pourcentage on comprend de ce que c'est le cerveau, là, mais il y a beaucoup d'études en neurosciences sur le cerveau. Ouais. Puis de plus en plus, on sait que n'importe quelle maladie, blessure ou traumatisme sur le cerveau a des répercussions sur tout. Puis au secondaire, j'avais coaché une équipe de soccer avec une ancienne athlète carabine de soccer, Véronique Laverdière. Tu la connais? Ben oui. Qui a joué aussi qui est allée aux Universiades aussi. Exactement. Puis, tu sais, quand je coachais avec elle, elle était dans peut-être fin vingtaine, début trentaine, puis elle me disait un cours de 3 heures universitaire, je suis incapable, je suis plus capable de rester concentré. Tu sais, maintenant, elle est prof de gym, fait qu'elle a vraiment une job qui est comme propice à ce qu'elle est capable de faire, là, mais ça a des impacts, puis on est jeune, puis quand des fois, moi j'en vois en clinique, des fois des jeunes adultes, 20-30 ans, puis quand ils marquent dans leur revue médicale qu'ils ont déjà 3, 4, 5, 6 commotions cérébrales, déjà, je trouve que ça part mal souvent là, parce que ça va avoir un impact sur leur capacité à compenser, sur leur capacité à contrôler leurs mouvements, la mémoire. Puis, on sait que toute la réadaptation de n'importe quelle blessure, ça passe par ton cerveau. C'est ton cerveau qui doit se réadapter à tout. Puis, quand ton cerveau a déjà manqué, il y a déjà une coupe de plaster dessus. Là. C'est ça, exactement. Ça devient difficile. Définitivement. Puis, même dans la compréhension générale, de plus en plus, tout le monde le sait, ou en tout cas on le dit, on n'a pas besoin de perdre conscience pour faire une commotion cérébrale. Non. Mais c'est encore véhiculé. Moi, j'ai déjà des athlètes qui sont allés à l'hôpital parce que je voulais qu'ils soient screenés pour une commotion cérébrale, par exemple, puis qui me sont revenus, puis qui ont dit « Ah, ben le médecin m'a dit que j'ai pas fait une commotion cérébrale parce que j'ai pas perdu connaissance. » Fait qu'il y a un niveau d'éducation aussi, autant au niveau des professionnels de la santé qu'il faut qu'ils se fassent. Ça fait 20 ans qu'on dit plus qu'il faut une perte de connaissance pour une perte de conscience pour faire une commotion. C'est un peu arriéré comme discours encore, ça. Ben c'est ça. Alors, c'est sûr que si on a un trauma crânien sévère, ben là, ça devient différent. C'est pas les mêmes règles qu'une commotion cérébrale. La commotion cérébrale est un trauma crânien, mais à une moindre échelle, disons que quelqu'un qui saigne vraiment au niveau du cerveau. Les conséquences sont fonctionnelles et non structurelles. Sont fonctionnelles, non structurelles, exactement. Mais c'est le mot d'ordre à dire aussi, toute blessure qui impacte la tête, puis ça peut être même, je tombe sur mes 2 talons, je tombe d'un 2e étage sur mes talons, je peux faire une commotion cérébrale. C'est pas juste si j'ai reçu un coup de poing d'en face que je vais faire une commotion cérébrale. Ben, juste de freiner sec en voiture, dès que c'est une accélération de la tête, dans le fond. Moi, c'est comme ça que c'est arrivé. En fait, j'ai eu un accident d'auto banal à 30 km/h. Pas cogner la tête, rien. Pas cogner la tête, rien. Mon airbag s'est pas déployé, puis
Puis C'est j'ai eu des fascinant. symptômes pendant 3 mois. Bon, j'avais peut-être déjà un cerveau un peu amoché de mes années de plongeon. Ouais, C'était pas peut-être connu prédisposé les commotions cérébrales dans le temps, mais prédisposé. Mhm. Mais ce qui fait que, ouais, il faut en prendre conscience que ça prend pas un méga trauma. On n'a pas besoin d'être dans une arène de boxe pour faire une commotion C'est ça. cérébrale. Là. Pas besoin de manger un coup de poing du tout. Non, exact. Exact. En terminant, j'essayais de penser à un concept que je pourrais relier tous les épisodes, puis je pense que je l'ai trouvé ce matin. Je trouverais ça cool que chacun de mes invités ait une histoire cocasse à raconter, puis j'ai justement, en tout cas, des recherches que j'ai faites, j'ai déjà lu que tu avais parlé d'un peu de tous les types de blessures que tu pouvais traiter. Tu as suivi les carabins à l'Université de Montréal en volleyball féminin, puis tu as déjà parlé d'un décollement de rétine. Oui. C'est quoi cette histoire-là que... c'est une joueuse de volleyball des Carabins qui avait reçu un ballon en plein visage. Une attaque? Une attaque qu'il avait reçue dans l'œil, carrément directement sur l'œil. Puis elle voyait flou, elle voyait un genre de rideau un peu quand elle regardait de cet œil-là. Fait qu'il avait fallu qu'on aille justement à l'hôpital. Fallait l'accompagner parce que c'était quand même important. Elle ne pouvait pas jouer parce que ça pouvait causer plus de problèmes. Fait qu'il avait fallu qu'on aille à l'hôpital pour un décollement de rétine. Wow. Puis ça a bien guéri. Elle a bien pu continuer à performer après. Mais on ne s'attend pas à ça en volleyball nécessairement. Là. On ne traite pas ça en physio normalement. On ne traite pas ça en physio. Un décollement de rétine, c'était vraiment un cas médical. Ouais. Mais il arrive bien des choses en sport. Je le dis aux étudiants quand j'enseigne, parce que c'est moi maintenant qui enseigne le cours de physio du sport à l'Université de Montréal. Puis, Ben, tu m'as d'ailleurs enseigné. Oui, j'ai d'ailleurs enseigné. Puis, comme physio du sport ou impliqué dans le sport, ben, il faut qu'on s'attende à s'envoler leur job. On fait un peu de nutrition, on fait un peu de psychologie, on fait un peu de pharmacologie. On réfère aux professionnels qui a de besoin, mais on peut avoir tellement de choses qu'on ne s'attend pas à un athlète qui est malade puis qui vomit sa vie parce qu'il y a une indigestion, un athlète qui se questionne justement sur il y a un rhume puis il veut mieux performer. Est-ce qu'il a le droit de prendre telle médication? Est-ce que c'est permis par... Sans être pharmacien. Il faut connaître des bases un peu de tout ça. Fait que ça nous amène des situations un peu particulières des fois où on fait « Ouh, je m'attendais à se faire des tapings, des genres de bandages pour aider l'athlète à mieux performer ou faire des techniques très physiothérapeutiques, mais finalement, je me retrouve à faire bien d'autres choses qui sont hors de mon compte. Écouter beaucoup. Faire la grande sœur ou l'infirmière ou définitivement. Good. Ben merci. Ça conclut pas mal notre petite conversation d'aujourd'hui. En terminant, qu'est-ce qu'on te souhaite pour le futur ou c'est quoi les projets, rêves qui te restent encore à accomplir? Y a-t-il un rêve ultime? Ben, j'ai pas encore été comme physio aux Olympiques. Fait que peut-être. J'ai fait les Jeux panaméricains l'été passé, mais le step qui me resterait, ce serait de vivre une fois les Olympiques. Pas parce que c'est plus glorieux, mais c'est je pense, une entité en soi qui vaut la peine d'être vécue. Un peu comme plusieurs athlètes. Même si la Ligue nationale au hockey, par exemple, c'est comme le meilleur niveau. Les Olympiques, ça semble être une coche de prestige ou historique. Ou il y a quelque chose d'associé. Je serais pas moins bonne si je ne vais pas aux Olympiques, mais c'est un peu pour ça que je m'étais formée en physio du sport. Fait que peut-être. Le rêve ultime. Puis si ça n'arrive pas, c'est pas grave, il y aura d'autres projets. Ben écoute, je te le souhaite. Merci. Merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup.